Alors c'est vrai que souvent lorsqu'on parle de la mort, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de tabou. C'est un moment qui fait peur. Mais en fait non, dans notre société, la mort fait, voilà, lapsus révélateur. Lorsque je dis la mort, je dis l'amour. La mort fait partie de la vie et ça, on va le voir ensemble. Parce que en fonction de la période qu'on va prendre, on va pouvoir distinguer plusieurs éléments. Alors si on considère la mort de la période post-esclavagiste, parce que pendant l'esclavage, la mort était, on va dire, bazardée, c'est-à-dire que l'Église faisait une approche très rapide de la dépouille et ensuite le mort était enterré en périphérie de la plantation, c'est-à-dire au bout de la plantation. Et c'est ce qui explique pourquoi la plupart des cimetières qu'on découvre sont en queue de plantation. Mais non, nous on va s'intéresser à la mort à partir de 1848, c'est-à-dire à partir du moment où on est censé être des hommes libres et qu'on va décider d'habiter à côté des rivières ou des mares pour la Grande Terre, puisqu'on va d'abord s'installer là. Et on va se rendre compte qu'il y a toute une série de rituels autour de la mort. Alors aujourd'hui, on parle de Sikilé, mais Sikilé, ça n'a pas de sens dans la modernité, puisque le correspondant du Sikilé serait les habits d'obsèques. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avis d'obsèques, donc en fait, il y avait une personne dont la mission c'était de dire de quartier en quartier, de lieu de vie en lieu de vie, qu'un tel est décédé. D'où son appellation de Sikilé qui circule. Ou il le faisait à voix d'homme, portant, ou il le faisait avec une coque à l'ambi. Et il annonçait et on disait effectivement qu'un tel était décédé. Ça, c'était pour les indigents. Mais pour les personnes un peu plus nanties, en fait, il y avait un billet de mort. En fait, c'est un document qui était publié et qui disait que le sieur un tel était décédé. Et ça, c'est pour l'annonce. Mais dans la concrétude même de la mort, il n'y avait pas beaucoup de différence. Le mort a toujours appartenu à son quartier et c'est important de l'entendre. Alors qu'est-ce qu'on entend par le mort appartient à son quartier? À partir du moment où il y a l'annonce, en fait il y a une répartition qu'on qualifierait aujourd'hui dans la modernité de répartition de genre, mais pour rester sur l'esprit de l'époque où toutes ces notions n'existaient pas, le dedans appartenait aux femmes et le dehors appartenait aux hommes. Et quel que soit le lieu en Guadeloupe ou dans l'archipel, on était sur cette même approche. Alors, lorsque je dis que les femmes, l'en-dedans appartenait aux femmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait le décès, il y avait dans le quartier un groupe de femmes habilitées à laver le mort et très important à récupérer l'eau du mort. Parce que dans nos cultures, l'eau du mort pouvait être utilisée à des fins moins glorieuses, c'est-à-dire jeter un sort ou empoisonner, puisque nous étions encore dans cette société-là. Donc forcément, les gens qui préparaient le corps du mort, et là aussi c'est intéressant parce que de monsieur un tel ou de madame un tel décédé, une fois l'annonce faite, on parlait du corps ou du mort. Et donc dans nos sociétés, naturellement au niveau du dedans avec les femmes, il y avait 3 institutions qui se mettaient en place. Metamola, donc la personne qui va organiser veillée et inhumation. Le gardien du corps, c'est-à-dire la personne qui sera en charge de veiller à ce que la dépouille ne soit pas souillée lors de l'exposition ou lors de la mise en cercueil, puis en inhumation, c'est-à-dire veiller à ce que personne ne puisse mettre de billets ou de poser des objets dans le but de nuire à quelqu'un. Et la 3e personne, c'est celle qui avait la charge de garder la maison ouverte ou la case ouverte et qui mettait à l'époque, si dans la demeure il y avait des miroirs, recouvrait les miroirs et organisait la case pour recevoir le corps. Alors, une fois ça a été dit, c'est la même chose chez les nantis. C'est le même principe. Si ce n'est que chez les nantis, c'est le médecin de famille qui va constater la mort et ensuite effectivement faire en sorte que le billet soit rédigé en ce sens et que l'information circule au niveau de la communauté que le sieur un tel est décédé. Mais dans l'organisation de la veillée, faut savoir qu'en fonction de la période et de la température, une veillée pouvait aller à 3 jours ou 1 jour.
parce qu'effectivement, les moyens de conservation du corps n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, la conservation des corps n'avait pas encore été aussi développée. Et donc, forcément, les gens utilisaient encore des recettes dites traditionnelles. Exemple, en zone rurale, on va prendre là, on est en hors grande terre, on va prendre dans les grands fonds, un mort qui est effectivement exposé et qui commençait à faire ce que les gens appelaient on croque à faire de manière, ben les gens prenaient soit une assiette, posaient des glaçons dessus, ou soit les gens récupéraient les pieds de poule, l'herbe, mélangés à d'autres produits que les gens gardaient toujours secrets, plus une prière, mettaient dans une assiette et posaient sur le ventre. Et on se rendait compte que naturellement, la dépouille dégonflait et les gens pouvaient continuer leur rituel. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, il y a une partie des connaissances que nous avons perdues ou qui sont conservées par ce que j'appelle des élus, une élite qui connaît aujourd'hui encore la puissance de nos herbes. Bon, il faudrait effectivement trouver quelqu'un qui pourrait, sur ce point-là, préciser tout ce que je suis en train de dire. Mais la deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante pour nous, en termes maintenant de connaissances, c'est qu'une fois qu'on s'est occupé du mort, de la présentation, il faut savoir que les gens, naturellement, vivaient avec l'idée de leur mort. Et donc, naturellement, lorsque vous arriviez à l'âge de pré-adulte, où vous commencez à avoir une vie, vous vous assuriez de deux choses. La première, c'est d'avoir vos vêtements de funérailles, oui. Aussi bien les femmes faisaient coudre un vêtement à leur convenance. Il n'y avait pas de prix pour ce vêtement puisque les gens voulaient être beaux et belles dans la mort. Et les hommes, effectivement, on les exposait quelquefois avec des vêtements d'apparat, c'est-à-dire les vêtements de messe, et on essayait de trouver les vêtements les moins usés, puisque en fait c'est toujours cette idée qui, lorsqu'on va se présenter devant son créateur, il faut qu'on soit beau. Alors on a des anecdotes que j'ai retrouvées en faisant mes recherches, où quelquefois le gardien du corps veillait à ce que pour un homme, que les chaussures ne soient pas volées avant de mettre le corps en cercueil. Parce que quelquefois, les gens disaient que bon, il n'aura pas besoin de ces belles chaussures-là, et c'était pas un vol, c'était un emprunt pour une durée indéterminée. J'aime bien transformer le dire. Et il y avait cette chose, on va dire, commune, cette perception commune où l'entraide était la règle numéro 1. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, et lorsque la plupart des auteurs écrivent que chez nous, le mort appartient à son quartier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le séquilaire a donné l'information, les familles venant des contrées avoisinantes venaient avec de quoi effectivement organiser la fête, puisque la mort s'est faite chez nous, où se mélangent à la fois les prières pour le repos de l'âme et pour le transfert de l'âme hors de la dépouille, donc fameux prières du dedans. Mais en même temps, les gens, et ça c'est la partie homme, s'il y avait possibilité de tuer un animal pour pouvoir organiser le repas pour les personnes qui allaient venir des alentours et qui allaient venir assister à la veillée. Et c'est important parce que ce trait de la tradition, on la retrouve encore aujourd'hui. Non pas de tuer l'animal, mais au moins de venir dans les salles, dans les veillées avec effectivement quelque chose, une contribution. Ce point est très fort parce que dans certains quartiers ruraux, lorsqu'on apprend le décès d'un membre, peu importe là où les gens habitent, les gens convergent. J'ai vu ça juste à côté, au Moule, dans le quartier de Nogent, de Nogent. Et où ça peut surprendre, mais les gens sortaient de Basse-Terre, quelquefois les gens sortaient de la Martinique, en fonction de la notoriété du défunt. Et les gens se disaient, « Empathé peut pas être là ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une obligation symbolique, mais qui est le fait aussi des relations familiales, où c'est une personne qui aura compté dans l'existence, ou tout ce qu'on veut. Et donc, ces notions-là échappent au commun des mortels. D'ailleurs, pour avoir discuté avec des propriétaires de chambres funéraires de l'Hexagone, ils disaient qu'ils n'allaient jamais venir aux Antilles parce que la mort n'est pas rentable aux Antilles.
parce que ça demanderait aux professionnels d'investir dans du matériel et eux, ils sont plutôt sur une mort économique en France. Et c'est important de comprendre ça parce que les personnes avec qui je discutais me relataient les premiers Antillais arrivés pour le Bumidum et qui avaient ce besoin que leurs dépouilles reviennent aux Antilles. Et qu'ils avaient beau leur expliquer, mais ça va coûter cher. Et les gens disaient, rien n'est trop beau. Point mort. Cette même question aujourd'hui poserait problème et posera encore problème dans notre société puisque la plupart des enfants préfèrent effectivement enterrer leurs parents là où ils ont vécu, c'est-à-dire dans les quartiers. Je referme la parenthèse sur ça, on aura le temps de voir ça dans les vignettes suivantes. Mais ce qui est intéressant dans la mort, c'est que cette partie de l'extérieur, eh bien pour les hommes, ça va être effectivement d'organiser le repas, oui, mais aussi d'organiser la prise en charge des enfants, donc les soirées, toute la partie histoire et toute la partie conte, et en même temps organiser la partie jeu traditionnel pour les grandes personnes. Exemple, Bernadette, c'est jeu de lutte, parce qu'il y a une époque effectivement au sortir de l'esclavage, parce que c'est la période de référence, la première période dont on parle, il y avait effectivement des groupes de lutteurs. Donc dans chaque commune, il y avait un groupe de lutteurs, et la veillée était l'espace où effectivement on se comparait. Mais j'aime bien rappeler aux gens qu'il fallait avoir un bon esprit, sinon ça pouvait vite dégénérer. La deuxième chose, c'est que certains jeux étaient un peu risqués. Exemple, zizipan. Alors nous, aujourd'hui, on connaît le zizipan avec le bâton, mais le zizipan était fait avec le coutelas. Et donc, il arrivait effectivement que le lendemain, les gens ne puissent aller travailler parce qu'ils avaient perdu 4 doigts. Et ça c'est important parce que l'espace de la période de deuil qui commençait avec la veillée, en fait il y avait 3 univers qui se côtoyaient. L'univers effectivement purement religieux où on priait pour l'âme du défunt, l'univers où on prenait en charge les enfants, mais aussi cet univers où on relatait la vie du défunt. Et c'est là où on apprenait effectivement des histoires sucrées, qu'en fait tel enfant n'était pas la progéniture de l'homme ou de la femme, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on apprenait effectivement la face cachée de la lune. Je vais dire ça comme ça. Et à vous d'aller chercher ce que ça veut dire, puisque vous allez voir que dans vos familles aussi, les fameux secrets de famille se révélaient lors des veillées. Mais troisième chose, c'est que dans la veillée, il n'y a pas d'invitation. Et souvent les gens disent ça, pas ni invitation à mort. Ça veut dire que, comme c'est un espace de solidarité, tout le monde est le bienvenu. Et surtout, dans l'organisation de l'espace, passer le fait que la maison, l'intérieur de la maison soit la chose pour la famille et les intimes, le deuxième bar, c'est-à-dire la deuxième table où les gens pouvaient effectivement se substanter, elle était le fait de l'environnement, c'est-à-dire des gens qui pouvaient raconter, qui pouvaient faire un certain nombre de choses, qui allaient animer. Et en même temps, dans un lointain de la case, il y avait ce troisième lieu où, justement, cette équipe-là, c'est elle qui allait vous permettre de passer la nuit. Parce que lorsque les 2 premiers cercles vont être fatigués ou vont se fatiguer, c'est ce troisième cercle qui va permettre d'arriver jusqu'au petit matin. Puisque l'idée, c'est de faire en sorte que la famille puisse traverser cette première nuit de veillée. Alors, je dis première nuit parce qu'en fonction de si oui ou non toute la famille était présente, le lendemain se déroulait effectivement messe plus inhumation. Et inhumation veut dire aujourd'hui que le mort étant dans la prospective, il avait déjà les 6 planches de son cercueil, il suffisait simplement de le mettre en bière et ensuite de l'enterrer. Après, il faudrait prendre un temps pour parler du rôle de l'Église à cette époque-là où effectivement tout le monde ne recevait pas, tout le monde n'était pas éligible à la messe de deuil. Il y a des gens simplement au regard de leur pauvreté, on faisait juste un signe de croix sur le parvis de l'Église et la chose était expédiée. Lorsqu'on avait un billet mortuaire, ça veut dire qu'on était déjà un noble, on avait une certaine messe. Lorsqu'on était un colon,
on avait déjà tout un rituel autour de ce côté religieux, plus le fait qu'on allait être enterré à proximité de l'église, dans ce cimetière réservé aux prêtres. Donc même dans la mort, on retrouve la même organisation sociale et ça c'est particulier. Les gens nous disent toujours que nos cimetières révèlent l'organisation sociale. Ben, c'est parce que simplement on est issu de la plantation. Hein. Donc ce qui se passait dans le vivant se retrouve dans la mort. Je referme la parenthèse là-dessus. Et donc, je reviens sur cette histoire de aujourd'hui, on trouve que la place des enfants n'est pas dans une veillée. En fait, non, avant, la place de l'enfant se trouvait puisque la case était entourée de végétation, donc les enfants pouvaient jouer. Et très important, les jeux pour les enfants permettaient à ce que ces derniers ne se retrouvent pas dans la case. Et vu que la case était étroite et réservée à la prière, donc ils étaient sur la responsabilité des hommes et ou de certaines jeunes filles qui avaient pour mission de les garder et aussi de les nourrir, voire de les coucher. Donc, cette organisation permettait justement aux uns et aux autres de trouver leur place. Et ce qui laissait le champ libre pour les hommes à être autour des tables de domino, des tables de belote, des tables ou debout à côté des bars, enfin des petites tables où on mettait la boisson pour discuter et échanger. Alors il y a un fait qu'il faut révéler, souvent les gens ne comprennent pas ces pratiques-là qui ont survécu d'ailleurs, c'est que les femmes ne sont toujours pas éligibles à boire à la même table que les hommes dans les veillées. Et singulièrement, si on peut tolérer qu'elles puissent prendre un vin cuit, il est hors de question encore aujourd'hui, dans la perception de certains hommes, qu'elles puissent toucher au rhum. Alors déjà, symboliquement, on a du mal à associer femme et rhum, mais dans les veillées, voire même, ça peut offenser, voire fâcher certaines personnes qui sont en capacité de rappeler les règles en disant que non, déjà, vous n'avez rien à faire là. Ce n'est pas un bar pour vous. Le bar pour les femmes, c'est le bar qui se trouve dans la maison. Et donc, vous serez plus éligible à des boissons confectionnées, puisque vous êtes éligible à comment ça s'appelle, tout ce qu'on produisait comme boisson, de l'anisette et ainsi de suite, c'est-à-dire les choses. Il est très très rare que nous fassions acquisition de boissons. C'était plutôt des boissons alcoolisées confectionnées par les femmes. Donc un reste de punch coco si c'était une morte, un mort ou une morte de février, mars, c'est-à-dire qu'il reste encore les restes de Noël et donc on était éligible à ça. Et donc dans ce deuxième bar, ce qui est important de comprendre sur la question de la sauvegarde des us, c'est que les gens parlaient en parabole. Oui, il était hors de question de préciser ouvertement, et donc les gens utilisaient un créole métaphoré pour rappeler effectivement quelques disgrâces, si c'est la dame qui est décédée, en disant qu'elle n'était pas gentille, ou bien qu'en fait tous les enfants ne sont pas éligibles de son mari, qu'à l'époque effectivement il y avait toujours un colon qui passait, ou un amoureux. Parce qu'on a une expression qu'on ne retrouve plus dans les veillées, mais qu'on retrouvait dans les veillées avant, une expression française, hein, amitié préservée, capital investi. C'est-à-dire, en fait, amitié préservée, la femme restait attachée à son amoureux de jeunesse. Capital investi, elle était la veuve de l'homme avec qui on l'avait mariée. Et donc forcément, la question de la clarification des postures, elle interroge à plus d'un titre et elle est à l'origine des secrets de famille. Mais ça, c'est dans ce deuxième bar-là que les gens révélaient ça, en disant que, mais de toute manière, maintenant qu'un tel est mort, un tel pourra effectivement officiellement et ne plus se cacher pour se donner à son amoureux. Et la mort chez nous, c'est justement cet espace qui sanctuarise la vie. Alors c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre que
c'est dans la mort qu'on apprend un certain nombre de choses? Ben, tout simplement parce que dans nos rituels, on a un principe d'honorabilité ou de respectabilité en fonction que ce soit un homme ou une femme, de la dépouille du mort. Mais une fois qu'on a dit ça, on a des codes qui sont très lisibles. Exemple, prenons l'exemple d'un monsieur qu'on dispose pied vers l'extérieur, vers la sortie, d'accord? Et donc ça nous donne un sens, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à gauche en haut, c'est la famille légitime du monsieur. Tout ce qui se trouve en bas, toujours à gauche, c'est les à côté. C'est les fameux enfants dont l'épouse va faire enquérir en disant « Mère, oui, de dire à un tel que son papa est décédé ». Mais tout ce qui est à droite de la dépouille, c'est donc pour ça que souvent on retrouve dans certains lieux, on respecte encore ça, vous ne retrouvez personne parce que ce sont les à côté du mort. Et donc, les gens, lorsqu'on dit ça, visualisent la plupart des veillants en disant « Oui, mais il y a toujours en face, il n'y a jamais personne. » Aujourd'hui, c'est normal qu'il n'y ait personne puisque ce sont les à côté. Donc, ça veut dire que c'est les complets qu'on met de l'époque, qu'on appellerait vulgairement aujourd'hui les coups d'un soir ou les amants et maîtresses. D'accord ? Et lorsque la personne est exposée dans sa case, eh bien, on respectait ça. Et de toute manière, aucune maîtresse ne se serait permise de venir dans la mort de son compagnon d'infortune sans l'autorisation de l'épouse. C'est comme ça, ce sont les codes de notre société. Alors, on aurait vu la personne en périphérie, vers le deuxième bar, mais pas avec les hommes, hein, mais dans la limite du deuxième bar, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas accès à la maison. Mais elle tenait à être là pour pouvoir effectivement rendre un dernier hommage à cet homme qui l'aura accompagné de manière diurne. D'accord ? Oui, mais il faut dire les choses avec beauté, puisqu'il n'y a pas que de mauvaises choses dans la mort. Et c'est aussi ça notre société, c'est-à-dire elle est codifiée. Alors peut-être qu'on pourrait reprocher, lorsqu'on est passé par le prisme du Bumidum, donc en fait tous ceux qui étaient détenteurs de ce savoir-là sont partis en France et donc n'ont pas reproduit ces connaissances, mais il n'en demeure pas moins que les chambres funéraires, à partir des années 70, ont eu à cœur de garder ces pratiques-là. En fait, pourquoi? Parce que simplement, on a quitté une société qui était une société rurale, agricole, où les gens sont partis vivre dans les faubourgs. D'accord? Avec tout ce qu'on connaît de la vie des faubourgs et des villes. Et donc, forcément, les rituels sont restés. C'est-à-dire le rituel du groupe qui va laver le corps, le rituel du groupe qui va garder l'eau. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il convient de le préciser là maintenant. Ce n'est qu'après l'inhumation que justement le groupe qui avait à cœur de faire la prière pour l'eau va effectivement accompagner une personne et assister à ce que réellement l'eau soit jetée. C'est important. C'est-à-dire qu'on est dans une société où la confiance ne règne pas, surtout pour ces choses qui pourraient s'apparenter au magique et au religieux. Là aussi, souvent les gens se fourvoient en pensant qu'effectivement que nos origines africaines seraient porteuses de ces pratiques-là. Et en fait, non. C'est des pratiques du bocage normand, du petit Albert, du grand Albert et du livre des 44 prières. Livre que la plupart de nos grands-mères auront secrètement gardé, qui se transmettait lorsque la grand-mère savait qu'il y avait une fille qui était en mesure de recevoir cet ouvrage sans en user les mauvais côtés, puisque le livre des 44 prières, c'est le livre de la Vierge ouverte, donc ça veut dire qu'en fait il y a de bonnes prières comme il y a de mauvaises prières. Et donc en fait dans une famille, il y a toujours un exemplaire qui traîne. Alors généralement lorsqu'on a une petite fille qui est curieuse, qui pose la question à la grand-mère généralement soit la baffe, soit fait semblant de ne pas comprendre. Parce qu'elle estime effectivement qu'elle n'est pas encore prête pour ça. Mais il fallait préciser ça à ce moment-là. Et donc lorsqu'on passe dans la deuxième partie de notre histoire, c'est-à-dire la partie la plus intéressante. Alors officiellement, lorsqu'on parle du Bumidum, on parle des années 60 aux années 82-83. C'est pas vrai. En fait, le Bumidum démarre chez nous en 52. D'accord? Par le raft des jeunes filles. Alors, c'est vrai que l'État français n'aime pas en parler, parce que ces jeunes filles qui vont être raflées et emmenées en bateau
je renvoie souvent aux gens à revisionner Le Gang des Antillais, parce que dans cet ouvrage, enfin, ce film qui a été rectifié par les références officielles, parce que il y avait trop de références historiques qui pourraient poser problème à la nation des droits de l'homme, mais il faudrait qu'on s'interroge sur cette notion-là aussi. Et en 52, de 52 à 60, il y a beaucoup de jeunes filles, aussi bien en Martinique, en Guadeloupe qu'à La Réunion, qui vont être menées par Dupri en France, et c'est elles qui vont approvisionner la bourgeoisie parisienne, la bourgeoisie nantaise aussi, et aussi la Belgique et l'Allemagne, pour les filles de joie et autres. Et c'est important parce que cette période-là va effectivement désubstantialiser notre société, mais celle qui va rester, c'est une société de vieux. Donc en fait, les pratiques vont continuer à être organisées, mais en même temps, les crises économiques et la crise cannière de 52 va vraiment nous fatiguer. Et donc, avec la fermeture des différentes usines, ben, les gens vont partir au bourg pour trouver du travail. Et donc, les chambres funéraires vont relayer ces pratiques-là, pas en intégralité, pas, je veux dire, avec toute l'authenticité qu'il fallait, mais simplement, ben, on va commencer à ne plus faire de veillée à la maison. Alors, dans certains quartiers populaires, on va encore garder la pratique de l'exposition du corps, avec les difficultés liées au climat, mais en même temps, le côté relationnel et le côté attente de la famille, elle va se dissiper dans de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles formes de relations, que sont les relations intra-quartiers. Et donc, ce qui fait que moi qui suis originaire, allez, on va prendre un exemple, je suis dans les faubourgs du Moule, mais je suis originaire d'Anse-Bertrand, sachant pertinemment qu'à l'époque, on se déplaçait à pied ou à dos d'animal. C'est le quartier du Moule dans lequel je vais vivre qui va faire les premières constatations. Donc, c'est qu'il est pour dire effectivement, envoyer le message jusqu'à Anse-Bertrand que je suis décédé. Mais en même temps, sur le quartier, il y a des personnes qui sont détentrices du savoir et qui vont me laver, qui vont garder l'eau du bain, nanani, nanana. Ou à l'inverse, s'il y a une salle funéraire, puisque les municipalités ont commencé à s'organiser, ben on va pouvoir me mettre dans, si je suis quelqu'un qui aura fait du bien, qui aura participé, qui aura une certaine reconnaissance du quartier, on va me mettre dans cette salle pour que les gens puissent me rendre un hommage. C'est important parce que cette évolution ne va pas faire perdre les traditions, mais simplement va les déplacer. Alors souvent les gens ont fait la critique de penser que les premières chambres funéraires vont gommer les solidarités. C'est pas vrai. En fait, les premières chambres funéraires vont simplement mettre en place ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les lois du fait que nous appartenons maintenant, que nous appartenons depuis 1946 au département, donc à la nation française. Et donc, on va de plus en plus appliquer ces règles qui étaient sur le territoire national et qu'il faudra absolument appliquer chez nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va se rendre compte qu'il y a de la résistance. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde bien, toutes ces règles qui avaient été pensées, qui avaient été votées, ben, ce n'est que maintenant, près de 70 ans après, que elles finissent par s'imposer à nous, par le fait que nous nous sommes socialisés au travers de l'école. C'est-à-dire que l'école de la République nous a appris à ne plus être des sauvageons, mais à connaître le droit et à fonctionner de français, à part entière d'ailleurs, puisque le territoire lui-même n'a pas changé d'identité juridique et est resté toujours un contrôle de la République. Mais c'est important de comprendre qu'on va continuer à venir avec des mets, en gardant à l'esprit qu'il y aura un contrôle sanitaire sur les mets, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de gros manger, entre guillemets, puisque on est en ville et donc on ne peut plus faire de fouet diffé comme si on était à la campagne. Non, on ne peut plus tuer d'animaux comme on le ferait à la campagne. Donc en fait, il y a un certain nombre de pratiques qu'on va adapter. Mais il n'en demeure pas moins que, même si je n'ai pas porté l'attention tout à l'heure sur les repas liés à la mortalité, mais en ville, on va se rendre compte que les choses s'étant améliorées, les conditions de vie s'étant améliorées, il y a un repas qui va se préciser, c'est la soupe.
Si tout à l'heure je n'ai pas pris le temps de revenir sur l'art culinaire chez nous pendant les veillées, il faut rappeler qu'en fait, lorsqu'on va arriver en ville, le niveau de vie va s'améliorer et donc cette fameuse soupe qui était un bouillon en milieu rural parce que tout le monde n'était pas éligible à pouvoir abattre un animal, en ville ça va devenir un classique. Donc en fait, et un classique qui va perdurer encore aujourd'hui. Alors la différence c'est que les gens vont privilégier la soupe avec la viande de bœuf. Parce que, bon, aujourd'hui nous sommes sur un territoire où l'apport des différentes confessions fait qu'effectivement le bœuf est priorisé par rapport au porc. Mais il n'en demeure pas. Moi, ce qui est intéressant, c'est que cette pratique-là va perdurer dans le temps. Et donc, lorsque les premières salles, elles sont connues aujourd'hui, les salles funéraires, vont arriver, elles vont apporter deux choses. La première, c'est sortir le corps et la dépouille de la maison familiale et donc de la mettre dans cette dépouille dans un lieu neutre, la salle. Mais en même temps, ça va permettre aux gens, puisque la pratique ayant survécu depuis la plantation ou depuis la plantocratie, c'est-à-dire la période post-esclavagiste, le vieillissement de la population va nécessiter une réorganisation. Et ce qui était fait en solidarité, c'est-à-dire que tel groupe était chargé de faire la soupe, ça va devenir une prestation de service. Mais on verra ça, c'est la troisième partie. Donc restons sur le fait que nous arrivons dans les faubourgs et la mort est toujours intégrée à la vie, c'est-à-dire qu'en fait les gens sachant que la vie est incertaine et on regarde la dureté de la vie puisque la moyenne d'âge pour les hommes c'était 45 ans, les femmes un petit peu plus. Oui d'ailleurs j'ai toujours pas compris pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles sont plus sages. Elles sont plus sages. Bon mais je dis, vous sentez bien que je dis ça avec le couteau sous la gorge, hein. Elles sont plus sages. Et on observe effectivement que dans l'organisation du projet de vie était intégrée la mort. Donc en fait, je veux juste faire une petite parenthèse sur une appellation qui est aujourd'hui a presque disparu dans le langage, c'est Margaillard ou Magaillard lorsque les gens effectivement le prononçaient en disant que la première chose qu'on faisait lorsqu'on fondait famille ou lorsqu'on commençait à travailler, c'était d'avoir une mutuelle. Alors, un coup de langue. Comment expliquer que nos anciens étaient dans la projection d'une fin possible et que les nouvelles générations consomment l'intégralité de leur salaire sans prévoir justement la mort? À quel moment on est passé à une vision stable et infinie de la vie? Alors qu'avant on était dans une approche de finitude de la vie, de savoir que la mort pouvait survenir à n'importe quel moment et qu'il ne faut pas que la famille se trouvait plus en difficulté qu'elle ne l'était, donc on prenait cette mutuelle. Est-ce que je dois le dire? Oui et non. Mutuelle qui, lorsqu'on va effectivement la moderniser, va faire perdre beaucoup d'argent aux gens parce que les gens vont se rendre compte qu'ils ont cotisé pendant 20-30 ans et les sommes récoltées ne vont pas pouvoir permettre l'inhumation de l'adhérent. Je referme la parenthèse, c'est encore un autre sujet. Et donc forcément, c'est la première chose que ces chambres funéraires vont faire, c'est de travailler avec les mutuelles. Et là, ça nous montre effectivement l'évolution de la mort, puisque la mort passe d'une approche purement sociologique, anthropologique, à une approche administrative. Mais en même temps, la mort sera liée à l'ouverture de la filiation. Puisque jusqu'à maintenant, d'être fils de, ça n'avait pas grande importance, puisque les gens n'avaient rien. Mais on arrive dans une période où, effectivement, on commence à constituer des matrimoines, pas des patrimoines, parce que chez nous, nous sommes une société de matrimoine, c'est-à-dire c'est au travers des mères que nous avons constitué, effectivement, les biens. Et donc, dans cette société de matrimoine, il est important d'avoir un lien de parenté avéré. Et donc, la partie administrative de la mort prend toute son ampleur et toute son importance, et aussi les divisions familiales. Parce que qui dit mort dit bien, qui dit bien dit effectivement, est-ce qu'un tel ou un tel a laissé un testament?
nous n'étions pas sur ces données-là. Pour l'instant, ce qui nous intéressait, c'était toute la thématique de la mort, c'est-à-dire organiser la veillée, organiser l'inhumation, recevoir les gens. C'était ça qui était important pour nous. Et on arrive dans les années 70, 75 d'ailleurs, à une société où la question financière s'invite dans la mort. Mais il y a une raison à cela. Parce que la société guadeloupéenne va se diviser en deux. Une société traditionnelle des personnes qui sont restées et une société modifiée des bumidomiens, des gens qui sont partis vivre en France et qui sont revenus avec les us et coutumes de la France, en disant pourquoi je vais devoir contribuer à quelque chose alors que je n'ai pas de lien parental avec les personnes. C'est-à-dire la grande solidarité qui faisait la force du quartier. Eh bien, les gens vont questionner ça en disant que ouais, mais déjà, pourquoi je devrais rendre hommage à un tel? Donc les gens questionnaient déjà leur participation à cette rencontre du quartier qui était juste là pour honorer, de dire effectivement, Madame Intel est décédée, c'est quelqu'un qui fait partie du quartier, c'est j'y vais. En fait non, pourquoi je devrais y aller? Et on le voit, on commence à questionner et à déconstruire nos propres traditions. Alors souvent je me porte en faux lorsque les gens disent que c'est l'extérieur. Et je fais non, c'est nous. Et il faut que nous acceptions et que nous assumions le fait que nous avons pris des pratiques de l'extérieur qui nous arrangeaient et nous avons tenté de les imposer comme étant des références chez nous. Et donc forcément, ça veut dire que les familles traditionnalistes ne vont pas se poser ce genre de questions. Hein. On va arriver, un tel va dire, bon, on va le groupe de prière, un tel. Et d'ailleurs, que la personne soit pratiquante ou pas, il y avait un groupe de prière. Donc c'était systématique. Deuxième chose, que les hommes de la famille soient connaisseurs ou pas, au moment de la prière, tout le monde se tait. Et encore aujourd'hui, on respecte ça. Les gens arrivent en disant, est-ce qu'on a déjà fait la prière? Ça veut dire en fait que ces marqueurs sociaux ont survécu. Ça veut dire que même si on ne pratique pas, même si on ne va pas à la messe, mais on respecte ce qui est devenu aujourd'hui un sédiment culturel et donc une tradition. Puisque la tradition, c'est ce qui survit aux générations. Et ça, c'est un marqueur qui aura survécu, qu'on soit croyant, pratiquant ou pas. Et c'est important parce que les chambres funéraires vont respecter les trois espaces. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la chambre funéraire, il y aura un bar où généralement on aura la famille. Après la prière, les gens vont sortir, vont se substanter. Il y aura un deuxième bar qu'on met un petit peu plus loin et il y aura toujours le troisième bar où on voit quelqu'un à un moment donné prendre une table, aller la mettre au fond d'un parking ou au fond d'un truc et mettre des bouteilles dessus. Parce qu'on sait que c'est ce troisième bar-là qui, après, à partir de minuit, va venir rejoindre le premier groupe et va pouvoir effectivement permettre de survivre à la nuit. Alors, toujours sur ces pratiques-là, les chambres funéraires vont se moderniser au regard des moyens qui sont à leur disposition et des obligations légales. La première obligation légale, c'est la conservation du corps. Mais c'est aussi la période où on commence à éliminer et à penser que tout corps ne peut pas être mis en terre nue. Et donc, il y a tout un aspect hygiénique qui va s'inviter aussi pour les chambres funéraires, des contraintes et donc forcément des coûts. C'est à partir de ce moment-là qu'on va poser la question de mort à coûter cher. Et donc la question de se dire que l'inhumation et la veillée va coûter cher va venir avec tous ces rajouts administratifs pour les chambres funéraires, c'est-à-dire la préparation du corps. On va toujours faire laver le corps, mais sauf que c'est l'institution qui va le faire. La deuxième chose, vont se rajouter d'autres services et qui va faire en fait que ce qui était de l'ordre de la débrouillardise sociale, entre guillemets, c'est-à-dire que l'individu avait ses 6 planches pour pouvoir faire son cercueil, là c'est la chambre funéraire qui va proposer un modèle standardisé de cercueil et effectivement il va y avoir toutes les règles d'hygiène que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire récupérer le corps, le préparer et tout ce qui s'ensuit. Tout ceci va devenir effectivement des services et donc va commencer à coûter cher. Cela ne veut pas dire que le mort
numéro d'avant ne coûtait pas cher, mais en fait, ce coût était réparti sur la solidarité organique et aussi les solidarités mécaniques, puisqu'il arrivait quelquefois que quelques personnes nantises fassent des dons pour le défunt. Mais une fois qu'on rentre dans les années 70-75 et qu'on commence à prendre l'habitude des chambres funéraires, on va se rendre compte qu'à chaque fois, il y a un confort qui se développe. Les gens vont dire, ouais, c'est beaucoup plus intéressant, puisque une fois que tu quittes la chambre funéraire, tu n'as pas à préparer. Même si les institutions vont demeurer en chambre funéraire, il y aura le gardien du corps, donc cette personne qui est assise à côté du cercueil, et qui, lorsqu'elle veut se lever pour se substantier pour quelques besoins, demande à quelqu'un d'autre de surveiller la dépouille. Donc le gardien du corps, il est là. Métamola, donc le propriétaire de la dépouille, existe encore, puisque c'est elle qui organise les choses, en lien avec le propriétaire de la salle. Et le gardien de la maison, donc celui qui doit garder la maison ou l'appartement, puisqu'on commence à changer d'organisation spatiale, elle va exister aussi, sauf que elle ne sera pas présente dans la chambre funéraire, puisque forcément, si elle doit garder la maison ouverte, elle ne pourra pas être présente à côté de la dépouille. Et cette nuance dans l'approche de la mort ne va pas changer nos habitudes, hein, puisque on sera toujours sur le fait de... là maintenant le corps a des moyens de conservation, on peut aller sur 1 jour, 2 jours, 3 jours en fonction de la situation financière. On va commencer à s'habituer à récupérer des dépouilles de France et donc à différer la mort. C'est-à-dire que on va se rendre compte qu'il y a une administration qui est particulière, c'est-à-dire que pour nous, alors je demande, vous qui me regardez, à ne pas vous vexer de ça, mais c'est une réalité pragmatique, c'est-à-dire que la mort administrative démarre pour nous depuis la France. Et donc, on doit absolument, dans une fourchette de 14 jours, enterrer quelqu'un, mais l'obligation est faite dans 7 jours. Sauf qu'en 70, nous n'avions pas cette possibilité de continuité territoriale. Alors les mauvaises langues vont dire aujourd'hui non plus. Mais ceci dit, administrativement, une fois que les 7 jours écoulés, il fallait effectivement écrire au préfet pour qu'il y ait, on va dire, une exception d'une inhumation pour pouvoir effectivement prolonger ce délai. C'est encore valable encore aujourd'hui. Ceci dit, ce n'est pas valable pour les Français qui meurent ici. En fait, le décompte commence à partir du moment où ils arrivent sur le territoire national. 2 poids, 2 mesures. Même dans la mort, il faut s'interroger de l'intérêt d'une telle disposition. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette rencontre visuelle. Et donc, les années 70, 75, 80 vont nous obliger à nous poser cette question essentielle, est-ce qu'on est obligé de faire rentrer les dépouilles? Et beaucoup de familles vont s'interroger là-dessus avec une charge symbolique. Et cette charge symbolique, c'est de dire, oui, mais maman est originaire d'ici, il faut que je la fasse rentrer. C'est important qu'on se pose cette question-là dans ces termes-là, puisqu'on va voir que les 2 autres générations ne vont pas s'embarrasser avec cette question, puisque seul le poids financier va guider la décision. Mais en même temps, nous sommes dans cette approche familiale où les 30 glorieuses des familles, c'est-à-dire où on va changer, on va quitter la ruralité et par le prisme du fonctionnariat, on va arriver à un niveau financier intéressant. Sauf que dans les années 80-90, on va décliner et jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plus facile pour les gens soit d'utiliser un autre moyen d'inhumation qui est le fait de l'incinération, mais on va y glisser tranquillement tout à l'heure et on va en parler. Et donc c'est important que cette période-là, on se rende compte que les vecteurs traditionnels sont là. On a le métamola, on a le gardien du corps, on a le gardien de la maison. Et en même temps, dans
dans les chambres funéraires, on a le côté joué encore, puisque j'ai dit mots et autres, puisque ces salles-là se retrouvent dans des zones qui ne sont pas encore urbanisées. Et c'est important de garder à l'esprit que ce ne sont pas encore des zones urbanisées. Donc on peut encore ritualiser la mort comme on le faisait en zone rurale. Ça va être plus compliqué lorsqu'on va quitter les années 80, 90, voire même on va entrer dans les années 2000, où les chambres funéraires vont se retrouver maintenant dans des centres-villes. C'est-à-dire, le lieu n'a pas bougé, mais c'est simplement l'organisation spatiale qui va changer. Avec, là maintenant, le poids de la réglementation française. Et je dis bien française parce que nous étions sur des rituels anthropologiques, culturels, guadeloupéennes, martiniquaises, réunionnaises, et là on rentre effectivement sur les représentations françaises. Cela veut dire quoi? Cela veut dire effectivement que on est en attente de. La personne qui décède va décéder non plus chez elle, mais à l'hôpital. Mais avec une possibilité encore, dans ces années-là, à ce que si le médecin est quelqu'un de la ruralité, il va permettre que la personne meure chez elle. Mais si c'est un médecin qui effectivement applique bêtement la loi, ben la personne va mourir en milieu hospitalier. Et ça veut dire en fait, va connaître la morgue, va connaître la préparation dans la morgue, et la relation entre le décès et la famille va passer par le prisme des chambres funéraires. Ça va être l'interlocuteur privilégié entre l'annonce de la mort et l'organisation de la veillée. D'ailleurs, tout se fait par le prisme des chambres funéraires, puisqu'on va aller apporter les vêtements, on va faire un certain nombre de choses, la préparation du corps, et tous ces services-là vont être comptabilisés en termes financiers pour les parents. Et c'est important parce que ce glissement, on aurait pu le penser, va tuer toutes les solidarités que nous connaissions, mais en fait partiellement, parce qu'en fait il y a toujours de la résistance. Et il y a des familles qui vont trouver l'opportunité de se débarrasser de quelques contingences qui leur posaient problème, c'est-à-dire que c'est mort, et donc le mort n'appartient plus à la famille, mais appartient à sa famille. C'est ta maman, donc tu t'occupes de tout ce qui s'ensuit. Et je te demande si tu veux un coup de main, en attendant que tu me répondes non. Et si tu me dis oui, je vais t'expliquer que ouais, mais bon, tu sais, ça tombe mal parce que j'avais prévu de faire un certain nombre de choses. Donc, on commence à observer une forme d'individualisation dans les relations familiales, et ça va s'installer progressivement à mesure que la famille sera en contact avec l'extérieur. Alors, c'est assez particulier parce que on va profiter des études, on va profiter du fonctionnariat, on va profiter parce qu'on est un peuple, nous avons du mal à nous regarder en face dans nos atavismes. On dit souvent que c'est l'extérieur qui nous fait faire des choses, mais en fait ça nous arrange. Et ça nous arrange tellement bien parce que l'assimilation aura fait son travail. L'école aura fait son travail, le milieu professionnel aura fait son travail. 86, 87, 89, 90, la télé va finir de nous achever sur le rapport à la mort, puisqu'on va voir que dans les films, en fait, les gens meurent dans la solitude. Il y a 2-3 pélos qui sont derrière le cercueil, on les enterre, et que les gens ne se déplacent plus. Et on va emporter ça à un moment parce qu'on aura l'illusion de ne plus avoir besoin des solidarités familiales. Et c'est cette période creuse de 89 jusqu'à les années, on va dire 2010-2015, on sera dans ce ventre mou où effectivement on n'a plus besoin de famille. Ou à la rigueur, c'est les têtes de pont de famille qui vont venir. Mais c'est dans cette période-là aussi où on va commencer à se laisser séduire par les présentations de corps. On n'a plus le temps d'aller dans les veillées. On vient 5 minutes, 10 minutes, où on va à la messe, si on est d'une confession ou si on est d'une pratique. Et on va commencer à changer notre rapport à la mort. On va garder quand même le côté administratif, c'est-à-dire de savoir effectivement quels sont les biens qui sont éligibles. Alors c'est assez amusant parce que les gens parlent d'indivision, et je dis toujours aux gens de quelle indivision nous parlons. Est-ce que c'est l'indivision où, comme ou pas j'ai fait aïe, donc c'est pas la peine qu'on vienne, et on le voit effectivement dans les filiations propres,
où les gens disent effectivement, oui, mais tu as fait ta vie en France. En quoi maintenant que maman, papa sont décédés, tu viens pour dire effectivement que tu as droit à, alors que légitimement, elle a droit à. Mais nous, symboliquement, nous partons du principe, c'est lorsque tu as fait quelque chose pour l'autre, que tu es légitime à revendiquer des choses. On va voir effectivement dans cette période-là des anticipations de mort. C'est-à-dire que je sais que Tati, elle n'a pas eu d'enfant. Donc chaque fois que je viens en vacances, je vais la voir, je passe du temps avec elle. Je l'emmène à la plage, je lui fais faire des choses. Parce qu'elle va réfléchir sur son bord de table en disant, oui mais, elle est gentille. Bon mon cher, j'avais prévu de donner à la communauté le morceau de terre, mais à parce que quand elle met ça, c'est non Estelle. Oui. Et on va commencer à faire de la stratégie. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres parce que on va se rendre compte que les gens sont dans des stratégies d'accumulation et d'accaparation de biens, alors qu'en fait ce n'est plus une logique purement de solidarité, ni organique ni mécanique. D'accord? Alors, c'est vrai que je dis depuis tout à l'heure solidarité organique et mécanique. Alors, c'est les liens naturels de famille. Donc, c'est tout ce qu'on fait naturellement. D'accord? Et la deuxième partie, c'est tout ce qui vient de notre environnement, de là où on vit. Et c'est important parce que si au départ c'était les liens familiaux qui prédominaient dans les relations dans la mort, progressivement ça va être l'espace où on vit. Alors on va décider de donner ses biens à telle association et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Mais on reste sur ce parcours de la mort. Et donc lorsqu'on arrive dans cette période où justement on est dans le ventre mou, on commence à faire des présentations de corps, à incinérer les personnes, en se disant effectivement c'est moins de soucis, on va se rendre progressivement compte que les familles en elles-mêmes avaient déjà produit une forme de délitement. Et donc en fait, toutes ces pratiques ne font que se glisser dans un état de fait où cette fameuse famille antillaise, expression que je n'aime pas particulièrement, hein, parce que antillaise veut dire Antilles devant un continent, donc c'est île devant un continent. Mais bon bref, comme ça nous plaît de dire qu'on est des Antillais. On va rester dessus. On va naturellement le faire parce qu'on se rend compte de la solitude de la mort. C'est-à-dire tu vas devoir enterrer ton parent. Mais le coup de grâce administrative n'est pas encore arrivé parce que jusque-là, la question de l'inhumation ne posait pas de problème. Ma marraine a décidé effectivement que je pourrais être dans sa sépulture, donc en final de compte, naturellement on respectait les morts et on respectait la volonté des morts, donc tu seras enterré dans la tombe de ta marraine. Mais lorsque l'administration des communes, et singulièrement l'administration des cimetières, va changer, les gens vont se trouver surpris. Et encore aujourd'hui, les gens sont surpris de savoir que seul le titulaire de la sépulture peut autoriser à ce qu'on y enterre X ou Y. D'accord? Et donc, ça a relancé la question des conflits familiaux. Qui est propriétaire des tombes? Parce que propriétaire des tombes est égal à tu payes une taxe. Donc on veut être propriétaire, mais on ne veut pas payer la taxe. Et si tu es propriétaire, oui, mais c'est toi qui dois payer. Mais non, mais c'est la tombe familiale. Ah non, c'est à ton nom. La taxe tu payes, par contre, nous, on pourra bénéficier d'être inhumé dans cette tombe-là. C'est une vraie question de société qui se pose aujourd'hui. Mais en même temps, c'est une question qui se pose sur le fait que, alors, paradoxe d'un discours, les gens disent effectivement que la Guadeloupe est en train de se dépeupler, et en même temps, les gens disent que nous avons une impossibilité d'enterrer les gens. Ça, c'est intéressant. Hein? La deuxième chose, c'est que il y a une pandémie qui va révéler tous les atavismes, justement, autour de la mort. On dit toujours, c'est lorsqu'on te prive de quelque chose que tu vois de son importance. Lorsqu'en 2019, on rentre dans la pandémie du Covid, même si officiellement c'est en mars 2020, mais c'est 2019, c'est novembre 2019, qu'on observe les premiers cas à La Réunion. Les gens vont se rendre compte que la réglementation là, ça pose problème, hein, parce que normalement, c'est tous les 6 mois que tu peux enterrer quelqu'un. Mais tu avais
des prix groupés. Hein. Tu avais dans la même famille, en l'espace de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3-4 membres qui mouraient. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça nous a demandé à revoir la pertinence de l'administration. Mais oui. La deuxième chose, c'était, pour des raisons de pandémie, plus de présentation de corps. C'est-à-dire qu'on t'offre un cercueil fermé. Débrouille-toi avec. Donc tu te dis non, tu as besoin de cercueil ouvert pour faire un deuil. Mais on te dit non, frère, c'est pandémie, donc c'est fermé. Troisième élément, on te dit effectivement pas plus de 100 personnes. Ok, pas plus de 100 personnes. Sauf que lorsque tu regardes bien, les 100 personnes, tu les atteins tellement rapidement. Donc comment on fait? On te dit plus de solidarité, tu ne dois pas servir de boisson, pas servir de soupe et tout ça. Donc tu te dis, mais les gens quoi, qu'ils sont en France ou quoi? Nous on a l'habitude, la soupe c'est un moment de convivialité et on t'enlève ça. Donc on se rend compte que tout ce que tu avais et sur lequel tu commençais à cracher, lorsque l'autre a décidé qu'il te l'enlève, tu te dis non, 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 c'est un vecteur culturel. Hé, Timal, reprends ton esprit. Ici, ce ne sont pas des chiens qu'on enterre, ce sont des personnes. Donc on a besoin de ce temps. Et on va se rendre compte que nous allons faire ce que nous savons très bien faire preuve de créativité. Tu nous as dit de ne pas servir de repas. Si, on va le faire, mais on va le servir en sachet, fermé. Donc ton problème de transmission de microbes, on l'a réglé. Puisque tu n'as pas de truc de main à main, bitam on a fermé. Tu m'as dit pas de soupe, tant pis pour toi. Ma soupe elle est fermée. Donc je peux donner ma soupe. Et donc on s'est rendu compte que culturellement l'administration française a un problème avec nous. C'est-à-dire qu'en voulant nous dire que pas ça, et surtout à l'époque il y avait des amendes parce que tu ne devais pas déplacer un certain nombre de kilométrages, les gens s'en foutaient royalement. Et donc c'est vrai que les gens sont sortis de Sainte-Anne pour aller dans un mort à Basse-Terre en te disant s'ils veulent m'arrêter, ils vont m'arrêter. Parce que subitement les gens se rendaient compte que ça avait de l'importance. Ça avait de l'importance parce que la veillée participait au cheminement pour faire deuil. Le fait de voir le corps, ça participait au cheminement pour faire deuil. Mais c'est surtout que dans le même moment, n'importe quel membre de la famille pouvait disparaître. Et donc on s'est rendu compte que l'histoire là, que chacun enterre son mort là, on va arrêter ça. Et donc cette troisième partie de la mort chez nous, c'est elle qui va remettre au goût du jour les anciennes pratiques. Donc on a fait une boucle de 70 ans où aujourd'hui les gens veulent revenir aux veillées traditionnelles. Les gens se sont rendus compte qu'en fait que les chambres funéraires aujourd'hui avaient maintenu ce rite traditionnel. Mais comme ils n'allaient pas dans les chambres funéraires, ils ne pouvaient pas savoir. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, la mort est revenue dans la vie des gens, mais par le prisme de ce que la mort a toujours fait, c'est-à-dire de renforcer le lien entre les gens. Et de fait, lorsqu'on a questionné la mort aujourd'hui, on a questionné tous les rites mémoriels. Donc aujourd'hui, les gens veulent aller à la Toussaint. Parce que les gens n'allaient plus à la Toussaint. Les gens veulent aller à la Toussaint. Les gens veulent effectivement revenir parce qu'ils se sont rendus compte que dans une veillée, ça te permettait, oui, de connaître ta famille, puisque nous avons 3 espaces où nous actualisons la famille. C'est la veillée, donc la mortalité, les baptêmes et les mariages. Mais aujourd'hui, les autres espaces n'existent presque plus, puisque les gens ne font presque plus d'enfants. Et les gens, effectivement, en termes de mariage, bon, ça se questionne, donc il reste la veillée. Mais la veillée, aujourd'hui, c'est le lieu où on fait revivre une tradition en disant « rencontre dans une veillée, c'est une rencontre heureuse et qui reste inscrite dans le temps ». C'est-à-dire pour les hommes et les femmes qui sont célibataires, cet espace-là, c'est un espace où tu peux rencontrer l'âme sœur. Mais oui. Mais c'est dans cet espace-là que les gens viennent zouzouter aux 5 étoiles parce qu'en fait, ils se disent, si l'autre doit me voir, il faut qu'il me voie sur mon meilleur apparat.
Donc on a observé aujourd'hui que dans les veillées, il y a des rituels de connaissance parce qu'il n'y a pas que la parenté, il y a aussi des collègues de travail. Et donc en fait, il y a une possibilité de découvrir l'autre ou de discuter au travers d'une prise de boisson ou encore d'une discussion informelle, puisque ces trois espaces qui existent et qui existeront toujours, moi je crois, c'est-à-dire le premier c'est l'espace qui est en périphérie de la salle funéraire, l'espace de dehors et l'espace éloigné, l'espace éloigné maintient son lien, puisque c'est l'espace où on s'éloigne pour discuter. Après, la nature, il y a horreur du vide, on a moins de personnes qui connaissent les histoires, qui peuvent les raconter et qui peuvent animer. On a moins d'enfants dans les veillées, ou si les enfants sont là, on leur dit de s'asseoir, alors que la veillée d'antan, c'était l'espace où les enfants pouvaient jouer, découvrir leurs cousins, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on leur demande de s'asseoir, de rester tranquille, parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient de bons citoyens, il faut qu'ils soient gérables et contrôlables. Mais in fine, la fonction de la mort, c'est de révéler la vie. Et donc, ce qu'il convient de dire aujourd'hui, dans la modernité dans laquelle nous vivons, c'est que nous n'appartenons plus au même territoire, c'est vrai. Puisqu'on peut être issu, être né à Basse-Terre, faire sa vie en Nord-Grande-Terre et donc avoir une vie en Nord-Grande-Terre en tant que Guadeloupéen. C'est-à-dire qu'on prend l'identité supérieure. Plus l'identité de quartier, plus l'identité de commune, plus l'identité de bassin, mais l'identité de territoire. Où sont Guadeloupéens, où sont Guadeloupe. Bon, tu meurs à Anse-Bertrand, les gens aujourd'hui ont décidé que tu es encore en Guadeloupe. On ne va pas te faire traverser pour aller t'enterrer à Basse-Terre. Quoique, certaines familles qui ont cette pratique-là de toujours rassembler leurs morts continuent à le faire. Mais on aura cette tendance à aller effectivement au plus près. Non pas qu'on ne veuille pas investir financièrement, puisque la taxation des communes n'existe plus. Donc ce n'est pas une histoire de coût. Puisqu'avant, plus on traversait la commune, plus on payait cher. Aujourd'hui, ça n'existe plus. La deuxième chose, c'est que la tradition qui voulait qu'on enterre les femmes sur le territoire de leur mari, puisqu'on a deux traditions. On se marie dans le territoire de sa femme, mais par contre, pour les inhumations, l'inhumation de la femme se fait dans la commune de son mari. Et donc, c'est toutes ces traditions qu'on est en train de revisiter et de re-questionner parce qu'on se rend compte que l'organisation de l'espace qui est venue de l'extérieur ne nous permet plus de respecter toutes ces traditions. La deuxième chose qui s'oppose à nous, c'est que nous avons asséché des territoires au profit de d'autres. Ça veut dire aujourd'hui, lorsque vous avez près de 80% d'une population qui vit entre les abîmes et les environs, ça veut dire dans les autres communes, il n'y a presque plus personne. Donc, comment on fait pour maintenir ces liens-là? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les grosses salles funéraires qui fonctionnent, bon, ce sont les salles de Cap Excellence ou de Basse-Terre et un peu d'autres salles. Donc, ça veut dire que la mort aujourd'hui reste toujours présente, mais utilise d'autres médiums. Exemple, on va utiliser les films qu'on utilisait déjà dans la culture anglophone, mais qui avait du mal à rentrer chez nous. Aujourd'hui, il est normal, et ça depuis le Covid, qu'on puisse proposer un lien Zoom. Et donc les gens assistent à la veillée, et les gens assistent à l'inhumation via un service ou via un membre de la famille qui aura décidé effectivement de filmer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la réglementation européenne va nous faire obligation de ne plus déplacer les dépouilles. Donc ça veut dire qu'on va rentrer encore une fois dans le modèle anglophone où le corps ne se balade plus, c'est une photo. Et donc la veillée va se faire devant une photo. Troisième élément, toujours dans les éléments qui nous concernent, c'est le fait justement, pour le manque de place dans les cimetières, qu'on a envisagé la crémation. Mais il faut que les gens sachent effectivement que la crémation ne coûte pas moins cher que l'inhumation, puisque la crémation fait obligation d'un certain nombre de choses. Alors, d'aucuns pensent effectivement qu'on a encore la liberté de jeter les cendres. Non, en fait,
Nous avons des habitudes marrons, mais en fait, normalement, on n'est pas censé reverser les cendres dans la nature. Je dis ça en rigolant parce que c'est une question que souvent les gens posent et je leur dis non, la réglementation est claire là-dessus. Les cendres vont dans un columbarium. Alors nous, on a modifié la chose, c'est-à-dire que on fait en sorte de pouvoir poser l'urne dans la sépulture familiale. Bon, ça demande simplement à ce qu'on fasse une rectification des eaux, mais c'est des choses techniques. Mais ça revient à ce qu'on disait dans la deuxième partie de la mort, c'est-à-dire à partir du moment où ça devient une prestation de service, c'est qu'aujourd'hui, les chambres funéraires sont obligées de rééduquer les familles, les jeunes familles, sur la question des pratiques funéraires, parce qu'en fait, ces derniers n'ont pas reçu un héritage pour différentes raisons. Ces rituels-là. Donc en fait, c'est les chambres funéraires qui le font, tout en la modernisant. On a vu arriver aujourd'hui des zouks ou des soirées compas dans les veillées. Oui, parce qu'en fait, les gens partent du principe que le défunt aimait ça. Donc tout comme lorsque le défunt aimait le carnaval, il y avait une prestation de groupe de carnaval, et bien aujourd'hui, on assiste à des soirées compas ou à des zouks. Alors oui, ça peut faire sourire, puisque on se dit oui, mais les gens sont tristes, mais je rappelle toujours que dans l'ancienne monture de la veillée, lorsqu'il y avait Pilé Kako, lorsqu'il y avait Zizipan, lorsqu'il y avait tous ces jeux-là, c'était de permettre aussi aux personnes qui étaient endeuillées de pouvoir, l'espace d'un instant, venir rire dehors et ensuite de reprendre leur deuil. Donc fondamentalement, ça ne me dérange pas. Fondamentalement, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, les rituels, de toute manière, se nourrissent du temps et vivent avec le temps. On ne peut pas garder un rituel, et d'ailleurs c'est la fonction du rituel, c'est d'évoluer. Même s'il y a des éléments structurants qui demeurent, mais la mort et la pratique de la mort a toujours épousé le temps chez nous. Oui, on pouvait faire un corps sans conservation à l'époque parce que c'était la réalité. Aujourd'hui, non. On revient à cette présentation de corps naturel, c'est-à-dire hors de la table froide, parce qu'effectivement, les agents de conservation et les techniques de la thanato ont évolué. Et donc, en fait, on peut présenter quelqu'un, on peut reconstruire un visage, on peut faire plein de choses parce que, mine de rien, cette idée de la beauté dans la mort nous tient à cœur. Et même si aujourd'hui les morts empruntent effectivement des parcours qui nous font mal, exemple tout ce qui est cancer et autres qui entraîne une dénaturation ou une décoloration de la dépouille, les gens gardent en fait aujourd'hui le support filmé. De plus en plus dans les chambres funéraires, on a un déroulé de la vie de la personne lorsqu'on ne peut pas la voir directement. Et c'est important parce que ça permet de lister les grandes étapes de la vie dans le temps. Et la personne qui arrive, ou la cousine ou le cousin qui arrive, l'espace effectivement de cette visualisation se refait une vie terrestre de la personne. Donc toutes ces techniques qui sont arrivées dans la modernité, pour moi, sont autant d'éléments qui permettent justement, tout comme le zizipan, d'apporter du baume au cœur, d'apporter une vision, d'apporter un imaginaire. Donc quelque part, de la période post-esclavagisme à aujourd'hui, la mort a épousé les aspérités de la vie. Je me suis rendu compte, puisque j'ai fait une rencontre avec un ami, M. Garin, sur la mort, et que les Indo-Guadeloupéens, tout comme nous, ont les mêmes pratiques sur la question de la mort. C'est-à-dire, en fait, nos deux pratiques ont fait syncrétisme dans le catholicisme. C'est-à-dire qu'on a pris l'habillage du catholicisme, mais on a habillé avec nos valeurs, nos références. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'en fait, on transforme les choses. Et s'il fallait élargir mon débat sur cette ouverture qui va fermer d'ailleurs la thématique de la mort, le ce qu'il est d'hier, c'est devenu les avis d'obsèques d'aujourd'hui. Mais le ce qu'il est d'hier n'était pas limité par les syllabes. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les avis d'obsèques sont conditionnés au nombre de syllabes et ça fait un coût. Et donc, en final, on contient une partie gratuite et après, effectivement, c'est payant. Ça veut dire que le monde économique s'investit dans tout ce qui nous concerne parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de rentable. Ce n'est rentable que sur nos territoires puisque sur le territoire national, à la rigueur,
on a des feuilles dans les journaux qui annoncent, et sinon après c'est les municipalités qui ont l'obligation d'afficher les décès. Et c'est important de voir qu'en fait on aurait pu penser qu'avec les nouvelles mobilités, que la mort et la pratique de la mort ont évolué chez nous. Et en fait non. Et j'ai envie de terminer sur cette note humoristique et agréable. Pendant les années 2000, la génération dite bloquée sous nos territoires aura inventé RIP My Friend, qui est un cimetière numérique où il est fait état de tous les décès, parents et jeunes. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que lorsque je disais que la mort chez nous épouse le temps, on est vraiment dans cela. Et donc aujourd'hui encore, je pense, et au travers de ce qu'on est en train de faire là, de s'écouter mutuellement, enfin plus vous qui m'écoutez qu'autre chose, on se rend bien compte effectivement que la mort ne va pas disparaître puisque les codes vont être cette fois-ci sauvegardés sur un support qui pourra être reproduit et qui va faire que même si une génération disparaît, la génération future pourra bénéficier de ces informations. Alors, qui je suis? Raymond Otto, je suis de formation universitaire, sociologue, anthropologue. Pourquoi j'ai fait cette double spécialisation? Simplement parce qu'en fait, je me suis toujours intéressé aux dynamiques familiales et à tous les aspects de cette dynamique familiale, pas simplement aux Antilles françaises, mais aussi en océan Indien, puisque je me suis intéressé à la société réunionnaise et à Mayotte, qui est le dernier bébé non désiré de la France. Et il était intéressant de voir que ce qu'il y a de commun entre tous ces territoires, c'est simplement le fait que la plupart des institutions qu'on y retrouve ont joué à structurer. Je donne un exemple. Les gens vont me dire, oui, nous, on n'aime pas la CGM. Sauf qu'en fait, non, vous devez aimer la CGM parce que la CGM, tout comme la SARA, tout comme Air France, sont trois structures privées qui fonctionnent avec des fonds publics et qui ont contribué à déplacer les populations de l'Inde en passant par la Réunion, le Cap-Vert et pour arriver chez nous. Air France, lorsqu'effectivement on a commencé à transborder les personnels pendant le Bubidum, on a commencé par le bateau, mais ça prenait trop de temps. Donc on va créer artificiellement le Résé, première piste, dans une mangrove, ce qui ne se ferait pas en France, mais qu'on a fait chez nous. Et donc il explique pourquoi maintenant, depuis quelques années, on a déplacé l'aéroport, simplement parce qu'il s'enfonçait, puisqu'il était dans un domaine lacustre. Et donc Air France est venu relayer, donc ça explique pourquoi Air France ne fera jamais de tarif préférentiel pour nous, parce qu'en fait la fonction c'est qu'on rapporte des sous et pas l'inverse. Alors de cette formation particulière, puisque je suis un faux ami, je suis aussi urbaniste, donc en fait je m'intéresse à tout ce qui est du développement des territoires, donc, et c'est important parce que souvent on veut séparer l'analyse des dynamiques familiales, l'analyse des populations et l'environnement, et en fait non, c'est un tout. Et donc l'idée, même au travers de la mort, c'était de vous montrer le côté systémique, c'est-à-dire que lorsque l'environnement change, les pratiques changent aussi, mais l'humus qui est le terreau demeure. Et c'est important parce que ça change complètement l'approche qu'on a toujours eue, qui a été une approche parcellisée, singulière de notre histoire. Et en fait, moi, depuis des années, je prône une analyse systémique. Ça me permet, au travers des deux activités que j'ai aujourd'hui, que j'ai gardées, donc le fait de travailler dans un service de prévention à Basse-Terre, mais en fait, je pratique aussi, et je partage mes pratiques avec les associations, parce que je pars du principe que le savoir, c'est quelque chose qui se diffuse et qui se partage, donc c'est pas quelque chose qui se monnaie. Et la deuxième, c'est mon cabinet, donc le CREA Anthropologie, Concept et Ingénierie, où depuis des années, justement, à force de produire en privé des analyses qui sont complètement en rupture avec le discours officiel, ça permet justement aux jeunes étudiants qui ont décidé de faire autrement, de s'appuyer sur des bases. Alors, pas de publication de type livre, parce que j'y crois pas. Je préfère faire des articles. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus simple de trouver mes travaux au travers de vidéos
et ou d'articles qui appartiennent effectivement à des groupes ou à des associations ou à des boîtes. La dernière a été sur les zones inondables à venir et qui a été une commande effectivement de Cap Excellence au travers d'une collaboration que j'avais faite avec un cabinet de Paris qui est le cabinet Huyard et qui lui a montré que dans 10-15 ans, ce que l'Europe est en train de connaître aujourd'hui, nous si on ne fait pas attention, puisqu'on a construit, enfin non, ils ont construit dans nos mares, dans nos rivières en disant qu'ils avaient une technologie pour pouvoir construire en zone humide, on va se rendre compte que on aura affaire à des inondations et qui nous coûteront beaucoup plus cher que si on avait construit dans les bons endroits. Donc voilà, pendant le temps où je vous ai occupé avec la thématique de la mort, toutes les autres thématiques que j'aborde.